Et je peux vous dire que nous sommes résolus à mettre en échec ce projet néfaste. Ça sera un des dossiers du nouveau maire, peut-être, à partir de lundi. Pourquoi vous vous êtes engagé dans cette élection municipale et pourquoi vous vous retrouvez en dernière position? Alors, je l'avais toujours dit depuis le début. Moi, je n'étais pas candidat pour être tête de liste aux élections municipales. Je vais cesser mon mandat de député en 2022. Je me suis engagé à n'en faire que 3. Donc, c'est un engagement personnel et politique d'anticiper la loi sur le cumul dans le temps. Et donc, je ne voulais pas solliciter un nouveau mandat exécutif qui fait que j'aurais été, après même 50 ans, élu aussi au niveau local à Saint-Étienne ou à la métropole de Saint-Étienne, donc au niveau de l'agglomération. Donc, je l'ai dit, moi, je veux faire confiance à une équipe jeune, ce qui va faire l'avenir de Saint-Étienne. Quoi qu'il arrive, de toute façon, le 28 juin, il y aura une nouvelle équipe en place. Moi, j'y crois beaucoup. Même si on n'a pas pu faire le rassemblement au premier tour, on l'a fait au second tour. Toutes les forces de gauche, les écologistes, les citoyens. Et moi, j'ai souhaité les accompagner. Donc, c'est pour ça que je me retrouve en fin de liste en tant que député. Mais ça a été une très belle campagne de premier tour. Pierre Courbon est arrivé second, derrière le maire sortant. Mais là, on voit quand même qu'entre les deux tours, il y a une dynamique électorale des forces, notamment de gauche et écologistes et citoyennes, un peu partout en France, où il y a une dynamique et une prime qui est donnée au rassemblement. On voit quand même, dans les sondages en particulier, une forte poussée pour ces listes-là, ces listes de gauche. Donc, tout n'est pas joué d'avance. Croire qu'on a gagné une élection d'avance, je suis bien placé pour le savoir. Monsieur, 23 voix de différence. 23 voix de différence sur 24 000 en 2017, sur une campagne de second tour qui durait une semaine, où mon adversaire, En Marche, était persuadé qu'elle allait l'emporter facilement, et où je l'ai emporté de 23 voix. Donc une élection n'est jamais gagnée à l'avance. Or, le maire sortant pense qu'il a gagné à l'avance. Donc il ne fait pas campagne. C'est l'immobilisme le plus total. Je ne change pas une seule ligne à mon programme d'avant le premier tour. J'avais tout anticipé, j'avais tout prévu, dit-il. J'ai été visionnaire. Oui, il manque pas d'humilité. Il avait un programme parfait, il n'a pas le changer. Il manque pas d'humilité. Sauf que ce qu'il avait dit, c'était la Révolution française. C'était pas il va y avoir une crise de la Covid-19. Donc, je veux dire, c'est une faute politique majeure de ne pas bouger et de ne pas tirer les conséquences ou les enseignements de la crise sanitaire pour au moins améliorer, proposer. On fait, nous, 42 mesures liées à la crise. En particulier des bons d'achat d'urgence et de relance. Voilà, pour le commerce de proximité, pour combattre le projet style. Donc oui, il y a la force du collectif à l'occasion de cette campagne du second tour. Et moi, je le dis, aujourd'hui, les Stéphanois et les Français de façon plus large, aujourd'hui, on en marre finalement de ce modèle de maire qu'incarne Perdriau, qui est « je décide tout seul de tout ». Je décide et j'exécute. Non, c'est terminé. Ce modèle autoritaire-là, les gens veulent du débat, ils veulent de la démocratie, ils veulent pas qu'il y ait un maire qui décide de tout et les autres élus, notamment ses adjoints, on les voit jamais, avec un tout petit groupe autour de lui de gens qui parfois ont une influence néfaste. La garde rapprochée. Voilà, qui organisent souvent des coups bas, des boules puantes. Donc ça, c'est plus possible. Les gens, ils veulent de la démocratie, ils veulent une équipe. Voilà, et ils veulent qu'il y ait des contre-pouvoirs. Et ça peut pas être simplement, moi je ne change pas une seule ligne à mon programme de premier tour. Il y a des choses il y a des enseignements à tirer, y compris de la gestion de crise par le maire sortant. Vous avez dit la gauche rassemblée, Saint-Étienne demain qui fusionne avec le Temps de l'écologie. Pourtant, j'ai noté quelques personnes de l'équipe du Temps de l'écologie, notamment une personne ces jours-ci, là j'ai lu qu'elle appelait à voter aussi pour Gaël Perdriau. Comment on explique ça? Oui, alors c'est devenu une spécialité, je dirais, de Perdriau, c'est-à-dire de débaucher des individualités. Voilà, c'est son plaisir. Voilà. Donc il l'a fait déjà à plusieurs reprises avec des femmes. Il le fait là maintenant sur des individualités. Voilà. Alors certains sont En Marche, donc on voit quand même une collusion pour ce second tour entre les Républicains d'un côté et En Marche, alors qu'ils se sont foutus sur la gueule. Pendant 2 ans. Faut voir comment. Perdriau est sorti de l'Élysée en disant « j'ai assisté à un dîner de cons » et depuis, plus aucun ministre ne répond à ses courriers. C'est quand même ça la situation dans laquelle il a mis Saint-Étienne.
en situation par rapport aujourd'hui au gouvernement, pour l'aider dans les dossiers, notamment les grands dossiers de Saint-Étienne et de l'agglomération. Donc oui, très surpris de voir que, par exemple, des individualités, mais sans grande colonne vertébrale sur le plan politique, que ce soit Jean-Michel Mis, que ce soit Jean-Louis Gagnère, qui était autrefois au Parti socialiste, aujourd'hui être complètement à la dérive sur le plan politique. Et quelque part, c'est incompréhensible aux yeux de nos concitoyens. Voilà, moi j'aime bien la cohérence, la continuité. Est-ce que ça a une vraie fidélité? Moi je suis fidèle à Benoît Hamon depuis 30 ans. Ça, on ne peut pas me le reprocher, y compris dans les périodes les plus difficiles, comme l'élection présidentielle. C'est encore le cas ce soir. Il est là par visio interposé pour intervenir dans notre meeting avec François Ruffin, avec Yann Brossard, avec Yannick Jadot. Donc vous voyez, on a le soutien de l'ensemble de la gauche rassemblée. Je crois que ça peut... Est-ce que ça a une vraie influence, ces gens qui appellent à voter pour le maire en place? Oui, parce qu'il y a une dynamique nationale. Et aujourd'hui, oui, quand il y a un maire qui ne bouge pas, qui ne dit rien, qui ne veut pas faire campagne et qui considère qu'il a déjà gagné parce qu'il a fait 47% au premier tour, mais avec seulement 30% de participation, une des participations les plus mauvaises sur le territoire français, je crois que c'est une erreur, oui, effectivement. Et moi, je pense qu'on peut gagner le 28 juin et faire un très très bon score. On va revenir dans les dossiers concrets, vous l'avez évoqué. Le style, est-ce que c'est une erreur ou alors on a suivi un mouvement, tout simplement, les décideurs? Oui, c'est une erreur parce que c'est un projet daté, un projet pharaonesque et dispendieux. Et surtout qui ne correspond plus aujourd'hui à la demande. Ce que veulent les gens. C'est une demande de proximité, d'avoir des producteurs où on puisse acheter dans des circuits courts, mais pas être dans un modèle de consommation avec une hyper-concentration dans les grandes surfaces à la périphérie des villes. Ça veut dire que c'est voué à l'échec? Je crois que c'est un modèle complètement dépassé. Et le promouvoir aujourd'hui en 2020, là aussi, c'est une erreur totale. D'autant plus que rien n'a été prévu. Moi, j'ai alerté depuis 1 an le préfet de région et le préfet de la Loire sur l'accès à ce grand complexe de style en termes automobiles. Donc vous allez avoir une congestion à partir du 16 septembre, puisque la date d'inauguration a été repoussée. Des gens qui vont converger et qui vont arriver avec des accès où on sait qu'il va y avoir des bouchons. Et puis, rien n'a été prévu. J'ai l'impression qu'il va manquer de parking tout autour. Bien, alors ça on verra, mais voilà, les gens ont vocation à rester sur place et pour le commerce centre-ville, c'est une très très mauvaise nouvelle. Au contraire, nous souhaitons... Justement, qu'est-ce qu'on fait pour le commerce de proximité, le commerce les transports en commun gratuits, par exemple, et puis on leur permet d'avoir des locaux dans de bonnes conditions financières. On permet aux bars d'avoir des terrasses, on permet une meilleure piétonisation, on permet qu'il y ait moins de véhicules aussi en ville. Donc c'est toute une politique qu'il faut remettre en route. Là, on fait exactement le contraire. C'est-à-dire, on va conduire les Stéphanois en périphérie, ils ne viendront pas dans les commerces de centre-ville, bien évidemment, et les pousser à passer leur journée dans un complexe commercial et de loisirs. Enfin, je veux dire, on est en 2020, on n'est plus en 1980. Je l'ai bien noté. Est-ce que ça veut dire que dans les villes, il faut justement mettre l'accent sur l'écologie, ramener de la verdure, ramener de l'espace, ramener de la convivialité pour que ces fameux commerces revivent? Et peut-être, on m'a dit que les prix étaient très, très chers des locations de magasins dans le centre-ville. Oui. Est-ce que là aussi, on peut agir pour que les prix baissent? Oui, bien sûr. Ça, c'est une possibilité avec une foncière, notamment, qui est un outil à disposition de la municipalité qui permet de pratiquer des prix qui soient les plus bas possibles. Mais au-delà, je dirais, il y a une question effectivement liée à l'environnement. Bon, aujourd'hui, on est en train de livrer des pans entiers de la ville à des promoteurs immobiliers qui font des programmes de haut standing, parfois à 3 000 € le mètre carré, alors qu'on devrait laisser la verdure un petit peu et dédensifier, comme ça commençait à être fait. Je vois par exemple la boule des enfants de la Loire où il y avait des jardins ouvriers et un lieu de convivialité. On va en faire là aussi un programme immobilier de haut standing. Et donc là, c'est les intérêts privés financiers qui prennent le dessus, ou JL Events par rapport au parc des expositions. Donc ça, c'est des grands groupes, effectivement, qui ont là des intérêts financiers, mais on n'est pas dans la prise en compte aujourd'hui écologique et de l'environnement. Les marchés de producteurs ont été interdits. Alors partout ailleurs, dans la Loire, les 70 autres maires ont maintenu leur marché de producteurs dans des conditions sanitaires complètement impeccables.
Il n'y a qu'à Saint-Étienne où le maire, seul contre tous, a décidé d'interdire le marché de producteurs, les circuits courts. Il avait peut-être des infos qu'on n'a pas. Bah, écoutez, moi j'étais à Carnot une semaine avant que ça soit interdit, ça se passait très bien. Il y avait 3-4 producteurs, tout était fait dans les règles, les queues, les distances, etc. Et donc tout aurait pu être organisé pour qu'il y ait des marchés de producteurs à Saint-Étienne. Mais non, il a fallu qu'ils prennent une décision. On attendait De Gaulle, on a eu un barreur de Petit-Temps qui godillait sur le barrage de Grandjean. Voilà. Qui soliloquait devant son pupitre et qui a pris des décisions parfois qui étaient frappées ou qui marquées par l'absence de lucidité, de sang-froid. Restreindre l'activité physique de plein air comme il l'a fait de 9h à 21h, c'est une exception mondiale. Hein. Même Paris l'a pas fait. Mondial. La seule ville au monde à l'avoir fait, c'est une erreur complète du point de vue de la santé publique. Aujourd'hui, on guérit le Covid. On guérit le Covid post-maladie avec du sport, avec de l'activité physique adaptée. Et donc, il était nécessaire, c'était une dérogation qui était prévue par les pouvoirs publics, de permettre à chacun d'aller faire sa course à pied, d'aller faire la marche nordique, et surtout pas de l'interdire entre 9h et 21h. Ça, c'est des décisions très mauvaises qui ont été prises pendant la crise, mais je pourrais en rajouter beaucoup plus. Il a empêché les éboueurs d'aller rendre hommage au personnel soignant. Alors, il y a peut-être eu une incompréhension. Au CHU. Oui, mais une incompréhension. Là aussi, le CHU aussi, il y a eu une incompréhension sur le plan de réorganisation. Vous voyez, il y a beaucoup d'incompréhension, j'ai l'impression, de la part de ceux qui ont une gouvernance où ils décident tout seul. On dit bien, un chef est là pour cheffer. Voilà. Et de façon autoritaire. Voilà. C'est des conseils d'administration, c'est des conseils de surveillance. Il est président du conseil de surveillance du CHU. Il n'a pas surveillé beaucoup ce qui s'était passé puisqu'il y a eu... Dans cette bataille pour les municipales, est-ce que c'était choquant de le voir sur tous les plateaux, sur toutes les radios, sur toutes les télés? Ça dépend pour dire quoi. Si c'était des décisions de bon sens, sans doute qu'il y en a eu qui ont été prises. Mais pour dire... et prendre le contre-pied systématique du gouvernement En Marche, ses nouveaux alliés maintenant, hein, donc ils vont pour dire je vais faire la rentrée en septembre pour les écoliers parce qu'il y a la maladie Kawasaki. Depuis, on n'entend plus parler d'ailleurs de la maladie Kawasaki, mais enfin voilà, c'est ce qu'il a été raconté. Mais les décisions de sortie de confinement, les masques, c'était une catastrophe. On les a eu fin mai, après la guerre. On a eu, bien évidemment, des décisions qui ont été prises aussi, qui ont consisté, notamment à ce qu'il y ait des pistes cyclables qui ont été mis de façon provisoire, mais qui sont restées provisoires. On les a démantelées au bout de 15 jours. Donc les seules petites décisions qui auraient pu être positives, pour l'environnement en particulier, pour le changement de mode de vie, pour le fait d'avoir moins de véhicules en centre-ville, et il les a arrêtés au bout de 15 jours. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de sensibilité environnementale, écologiste, et qui permettent une transition justement vers de meilleures pratiques. Non, c'est vraiment un souci, et je dirais que le perdriau d'avant-confinement, c'est le même qu'on a maintenant après le confinement. Il continue à couper le courant aux migrants à l'ex-poste de Solor, mais par contre, là où il y a des vrais problèmes dans les quartiers, problèmes d'insécurité, d'incivilité et d'insécurité. À Terre-Noire, il y a eu des règlements de compte à coups de batte de baseball, ils ont choqué les habitants. À la Cotonne, il y a eu des tirs de mortier. Il y a des rixes quasiment tous les soirs en centre-ville. Aujourd'hui, autour des commerces, il y a un gros problème à Carnot. Aujourd'hui, à tel point que les commerçants se sont mobilisés. Là, c'est silence radio. Il n'y a plus personne. Il y a un problème aujourd'hui, effectivement, de mobilisation de la police municipale et des forces de sécurité sur le terrain. Et ça, on veut le changer. Effectivement, on pense que c'est un vrai problème à... Ça veut dire qu'il faut plus de policiers, il faut plus de caméras, il faut quoi pour régler ces problèmes? Il faut une présence dans les quartiers. Il faut des médiateurs, il faut... Oui, il faut de la présence humaine et il faut aussi de la présence de bureaux de police municipale dans les quartiers. Je crois que c'est très important. Que les gens sentent que physiquement... Ça veut dire qu'on va remettre un bureau de police municipale dans tous les quartiers? Pas dans tous les quartiers, mais vous aurez compris qu'il y a un certain nombre de quartiers aujourd'hui où il y a des vrais problèmes, des vraies difficultés de trafic, mais aussi d'incivilité. Dans le tramway aussi, où il y a beaucoup de faits divers. Et aujourd'hui, ces problèmes-là ne sont pas pris à bras-le-corps par le maire. Des problèmes qui pourraient être réglés par le transport gratuit ou c'est deux sujets complètement différents? Alors, ça peut contribuer à apaiser sur le plan, bien évidemment, du climat social, la gratuité, puisque bien évidemment, ça réduit les tensions. C'est ce qu'on a observé à Dunkerque. Et bien évidemment, c'est surtout une mesure de pouvoir d'achat et une mesure écologique. C'est-à-dire le réflexe transport en commun, c'est complémentaire d'ailleurs de l'utilisation plus importante
du vélo. Et nous souhaitons aussi favoriser l'utilisation du vélo à assistance électrique avec une prime de 300 euros. Lyon a fait 500 euros, mais je trouve que voilà, c'est une mesure très intéressante pour pousser à l'utilisation du vélo. Toutes ces mesures, on va vous dire que ça coûte de l'argent. Il faut le budgétiser. On prend cet argent où? Oui, alors, comme dirait Macron, quoi qu'il en coûte, c'est l'argent magique. Donc, vous savez, 460 milliards d'euros qui sont juste là à mobiliser pour les secteurs d'activité qu'on souhaite sauver. L'automobile, l'aéronautique, etc., etc. Donc, sur les 460 milliards d'euros, on doit être capable de trouver pour Saint-Étienne, pour la ville, de quoi relancer. Et là encore, sur le plan social, il y a beaucoup de pauvreté et de précarité, donc des relances de soutien de pouvoir d'achat. La relance associative, moi je suis très inquiet. Une des décisions aussi là, qui a été prise par le maire, c'est justement de ne pas rouvrir rapidement les équipements sportifs. C'est une faute, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs sportifs qui ne peuvent pas reprendre leurs activités associatives. Donc là, on va avoir un trou de 3 à 4 mois qui peut être fatal pour un certain nombre de structures associatives. Est-ce que j'allais vous dire, le sport amateur est en danger? Oui, le sport amateur est en danger. En tout cas, plusieurs milliers de structures sont en danger. Et je réclame un fonds spécifique de solidarité au niveau national, un chèque sport aussi pour soutenir les familles pour la reprise de licence, et aussi une mesure spécifique de mécénat pour soutenir les artisans, les commerçants, les bars, les restaurants, ceux qui soutiennent les clubs et qui aujourd'hui, à cause de la crise, sont pas sûrs de pouvoir reconduire leur partenariat. C'est ce que je demande à la ministre des Sports. J'espère qu'on va être enfin entendu dans les prochaines semaines dans un plan de relance. Non plus les artistes. La culture, bien évidemment, on se bat pour. On a obtenu une mesure importante l'année blanche pour les intermittents, mais il y a des mesures sectorielles qui vont devoir être prises. Et surtout pas faire des choix inconsidérés, comme dire, j'annonce qu'il va y avoir une grande patinoire olympique en termes d'équipement sportif à Saint-Étienne. Voilà. Ça n'est pas aujourd'hui l'infrastructure sportive du futur, y compris quand j'en ai parlé avec la nouvelle présidente de la Fédération française de sport de glace, Nathalie Péchala. Elle ne connaissait pas le dossier, elle ne savait pas qu'elle existait, donc c'est mal parti. Mais voilà, est-ce qu'une patinoire olympique aujourd'hui, sur le plan environnemental, pose des problèmes de fonctionnement, qui a un coût très fort financier, qui ne représente pas une demande spécifique du territoire stéphanois, il existe une à Roanne en plus, patinoire à Lyon. Voilà, est-ce qu'on fait une patinoire ou est-ce qu'on fait plutôt la rénovation du palais des spectacles pour faire un outil sportif, faire un vélodrome? Là, ça a du sens par rapport à notre histoire. Vous l'avez cité tout à l'heure, le nom de GL Event. J'ai pas bien suivi le déroulement. Donc, c'est une société qui va gérer à peu près tous les endroits. Il gère tout. Ouais. Le centre des congrès, il gère le parc. Est-ce qu'on n'a pas besoin aussi, c'est bien beau l'écologie, c'est bien beau beaucoup de choses. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'économie pour faire vivre une ville aussi? Bien sûr. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'attirer des entreprises, d'attirer des salons, d'attirer du monde, faire vivre nos hôtels, nos commerces et tout ça? Bien sûr. Alors, je ne vais pas tirer sur l'ambulance parce que l'événementiel aujourd'hui est un des secteurs d'activité les plus touchés. Donc, ça va être très compliqué pour tous ceux qui organisent des colloques, des foires, des grandes animations aussi. Donc, ça va être très, très dur pour eux de remonter la pente. Donc, il y a un investissement à Saint-Étienne, très bien. Mais tout concentré dans les mains d'un seul groupe, c'est pas parce qu'il est lyonnais. C'est un ami de Macron, mais Olivier Ginon, mais voilà, je trouve qu'on met beaucoup nos œufs dans les mêmes plats. Voilà. Et ça vient accroître, on va dire, la rentabilité financière d'un certain nombre de groupes. Je parlais des promoteurs immobiliers tout à l'heure, je pourrais parler d'Apsis, qui gère le complexe Style. Voilà, on verra combien d'argent ils ont perdu entre le mois de mai et le mois de septembre, parce que là, il y a quand même un petit problème au démarrage. Et puis on verra comment le complexe va vivre dans le futur. Mais nous, on a un atout, une chance à Saint-Étienne et dans la Loire, c'est nos PME industrielles qui sont innovantes, qui exportent, qui ont de la créativité, qui ont beaucoup d'emplois industriels. On est encore à 20%. Donc c'est là-dessus qu'on veut, nous, effectivement, s'appuyer. Parce qu'il y a un talent, il y a l'innovation et l'inventivité stéphanoise. Voilà, il faut la conserver, mais pas avec ce maire. J'ai bien compris. Pour revenir au commerce, vous avez évoqué le style. Moi, j'ai envie de vous poser une petite question. Vous êtes député, vous avez l'oreille, vous avez beaucoup de réseaux. Que vont devenir les centres commerciaux de Centre 2 et de la Galerie d'Orient? Aujourd'hui, on a l'impression que ça va être des lieux en ruine dans quelques semaines ou dans quelques années. Oui, aujourd'hui, ils se vident. C'est très clair. Il y a beaucoup d'enseignes qui sont en train de partir. Encore là, récemment, cette semaine, avec la crise. À Centre 2, il y a des départs, effectivement. Je ne sais pas ce que va devenir, par exemple, une enseigne comme Célio. Voilà, mais il y en a beaucoup d'autres. D'Orient, c'est pareil. Ça a été complètement vidé. Or, si on n'offre pas une dimension commerciale à ce lieu, il va être reconverti
voilà, encore une fois, une opération de promotion immobilière. Mais est-ce qu'on a besoin de ça à Saint-Étienne ou est-ce qu'on peut faire autrement? Oui, il faut changer un petit peu la façon dont la ville est aujourd'hui organisée. Et je pense que une des clés, c'est d'être très présent sur un des grands dossiers où là, le maire est complètement absent. C'est la question de la mobilité et finalement de la liaison entre Saint-Étienne et Lyon. Alors lui, il défend l'aéroport d'André-Gioz-Bouthéon, il veut faire sa liaison Paris-Saint-Étienne en avion, alors qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de dire on supprime ces liaisons aériennes. Qui coûte très cher. Il défend la 45, qui est un projet qui est abandonné depuis 2 ans, officiellement, mais qui continue à soutenir. Donc il y a plus que 20 jours d'ici l'abrogation de la déclaration d'utilité publique. Mais pendant 2 ans, il a perdu beaucoup de temps parce qu'il n'a pas assisté aux réunions où on est en train de construire les alternatives de mobilité, de liaison entre Saint-Étienne et Lyon. Et on avance depuis 2 ans à la préfecture de Lyon, avec les élus du Rhône, avec les élus de la Loire qui souhaitent y venir. Il y en a quelques-uns qui viennent. Mais lui, il est complètement absent. Donc la desserte TER, le cadencement, le franchissement du Rhône sur le pont à Givors, un autre pont ou le doublement du pont, les études sont en cours pour une mise en service à partir de 2025. Donc là, on est concrètement dans le concret, dans la résorption du problème du bouchon qu'on a chaque matin à Givors, l'amélioration de la 47, les échangeurs, la régulation de vitesse, les bandes d'arrêt d'urgence, les montagnes russes aussi qui doivent être améliorées au niveau routier pour aller jusqu'à Lyon. Il y a un certain nombre aujourd'hui de mesures qui sont prises très concrètes dans ce comité de pilotage-là, et Gaël Perriot en est complètement absent. Donc ça, c'est irresponsable quand on doit conduire et défendre les intérêts de son territoire. Dernière question, dimanche, c'est les élections municipales, le second tour. Est-ce que vous croyez que, comme le premier tour, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir, c'est annoncé d'ailleurs, un très très gros taux d'abstention? Malheureusement, parce que effectivement, il y a beaucoup de craintes. Il y en avait déjà beaucoup au premier tour, des gens qui ont peur de se rendre dans les bureaux de vote. Ça va être très compliqué aujourd'hui d'augmenter cette participation, mais je la souhaite la plus haute possible, bien évidemment. Mais si on devait avoir un maire élu avec 30 ou 40% de participation, ce serait une formidable régression. Ce serait le plus bas taux qu'on ait jamais enregistré dans l'histoire de la ville. L'avenir de Régis Juanico, c'est quoi? Eh ben, écoutez, je vais terminer mon mandat. Il me reste encore 2 ans, donc j'ai le temps de faire beaucoup de rapports encore, beaucoup de questions au gouvernement, beaucoup de travail parlementaire. Je suis motivé comme au premier jour. Vous savez, il y a 13 ou 14 ans. Donc j'irai jusqu'au bout. Et le conseil départemental, vous allez vous représenter? Ça, on ne sait même pas s'il y aura des élections départementales pour le moment, puisque Macron est en train de dire qu'il y aura peut-être un report des élections régionales et départementales. J'ai lu ça. Et qui va peut-être recréer le fameux conseiller territorial qui fusionnerait les départements, les régions. Donc on va attendre de savoir donc on est un peu si le calendrier est bien maintenu. Pour l'instant, on ne le sait pas. Très bien. Écoutez, Régis Juanico, merci beaucoup d'être venu nous voir ici à Droit Citoyen. Merci beaucoup. Vive les médias libres et indépendants. Et qui je vous l'assure, qui bataillent beaucoup. Je rappelle qu'on a écouté donc du lundi au vendredi pour cette émission à 19h15 sur la web radio. Et mon petit doigt vient de me dire que c'était peut-être pas la dernière de la saison. On aura peut-être une surprise dans la semaine pour une spéciale université. En tout cas, Régis Juanico, bonne soirée. Merci beaucoup. Et au plaisir de vous recroiser. Merci beaucoup, Gilles. Rendez-vous avec tout Gilles Charles, en long et en large sur Droit Citoyen. Droit Citoyen, c'est de l'information libre et citoyenne, en vous sollicitant pour recueillir votre ressenti sur une actualité qui vous ressemble. Retrouvez toutes nos actus sur notre page Facebook droitcitoyen.info ou sur www.droitcitoyen.fr.